Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme du module théorie du champ électromagnétique destiné aux étudiants de la troisième année électrotechnique de l'Université de Rijnsburg. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre l'étudiant de maîtriser plusieurs compétences, notamment les concepts fondamentaux de l'électromagnétisme. Les phénomènes électrostatiques sont des phénomènes naturels que l'homme rencontre dans sa vie quotidienne, comme l'attraction des petits objets en papier par des corps frottés ou l'écartement d'un filet d'eau par un peigne après avoir peigné les cheveux. L'électromagnétisme consiste en l'étude des phénomènes qui font intervenir des charges en mouvement, comme les courants électriques ou bien des antennes radio. On se restreint pour l'instant aux phénomènes indépendants du temps, ce qui permet de séparer l'étude des effets magnétiques et électriques. Ce chapitre aborde l'électrostatique, qui est une branche de la physique qui étudie les phénomènes comme le champ et potentiel électrostatique créés par des charges électriques statiques pour l'observateur. Les forces électrostatiques sont décrites par la loi de Coulomb qui présente une certaine analogie avec l'interaction gravitationnelle. Avant d'entamer et de le détailler, il nous a semblé nécessaire de consacrer le premier chapitre à l'étude de l'électrostatique et l'analyse vectorielle, pour introduire les opérateurs utilisés classiquement en électromagnétisme. Les phénomènes électrostatiques sont introduits à partir de la loi de Coulomb et du principe de superposition. Le théorème de Gauss est démontré en calculant la divergence du champ électrique définie à partir de la loi de Coulomb. Nous avons préféré cette démarche à la méthode qui utilise la notion d'angle solide car elle permet aux étudiants de manipuler les opérateurs vectoriels et de saisir la notion de localité des expressions. La loi de Coulomb met en relation l'intensité de la force électrique entre deux particules immobiles. La charge de ces particules est la distance qui les sépare. Plus la charge des particules est grande, plus l'intensité de la force électrique est grande. Si les charges sont de même signe, la force électrostatique est répulsive. Et si les charges électriques sont de signe opposé, la force électrostatique est attractive. L'intensité de la force électrostatique est donnée par la loi de Coulomb en newton. Le champ électrique peut ainsi être défini comme le vecteur traduisant l'action à distance, subi par une charge électrique fixe, dans un référentiel donné de la part de toutes les autres charges, que celles-ci soient fixes ou mobiles. Ce vecteur est porté par une ligne appelée ligne de champ, et son sens est dirigé vers les potentiels décroissants. Par exemple, si le champ est créé par une charge positive et une charge négative, le sens du vecteur champ électrique est dirigé vers la charge négative. Le principe de superposition dit que le champ électrique rayonné en un point M de l'espace voisin de la distribution discrète est égal à la somme des champs électriques créés par chaque charge de celle-ci. La présence de plusieurs charges crée un champ électrique résultant égal à la somme vectorielle des champs électriques créés individuellement par chacune de ces charges. Un dipôle électrostatique se définit par une répartition particulière de charges électriques. Le dipôle le plus simple est donc un couple de deux charges de signe opposé distantes d'une longueur non nulle. Cette notion est principalement utilisée en électromagnétisme. En physique, on s'intéresse au champ électrostatique créé en un point R éloigné du dipôle. Mais on peut aussi étudier le comportement du dipôle lorsqu'il est placé dans un champ extérieur.
La différence de potentiel électrique entre deux points de l'espace permet de calculer la variation d'énergie potentielle ou de mesurer la tension existante entre ces points dans un circuit électrique. Le potentiel électrique en un point d'un champ électrique correspondant au travail à fournir pour transporter une charge positive unitaire depuis l'infini jusqu'à ce point. Et on peut dire que la force et le potentiel sont directement liés. Le théorème de Gauss trouve son utilité pour calculer le champ électrique. Calcul qui serait plus complexe si la loi de Coulomb était utilisée. Il est toujours possible de calculer le champ électrique généré par une distribution de charge en intégrant la loi de Coulomb sur l'espace. Cette méthode étant souvent impraticable. Le théorème de Gauss nous permet de simplifier ce calcul. Nous avons plusieurs étapes pour trouver le champ électrique. Premièrement, trouver l'orientation du champ au point R par des considérations de symétrie. Ensuite, choisir une surface de Gauss. Et finalement, calculer le flux du champ à travers la surface de Gauss. Dans un conducteur, les électrons sont libres de mouvement. Dès qu'on applique un champ électrique, les électrons se déplacent sous l'action de ce champ. Il en résulte une nouvelle distribution de charge, qui donne naissance à un champ interne qui annule le champ appliqué. Les électrons dans l'isolant sont liés aux atomes. Quand on applique un champ électrique, les électrons ne se libèrent pas, mais sont légèrement déplacés par rapport au centre de gravité de l'atome. Comme conclusion, on peut dire que le champ électrique passe à travers un isolant et s'annule dans le conducteur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.